Le reportage sur Le Havre est divisé en deux parties. D'abord une visite panoramique de la ville, puis une mini-croisière sur le port. La ville se situe sur la rive droite de l'estuaire de la Seine. Même si elle fut fondée en 1517 par le roi François Ier, elle ne vit son essor qu'au XVIIIe siècle grâce à la traite négrière, puis au XXe pour son rôle dans l'industrie du pétrole, de la chimie et du transport des conteneurs, remplaçant alors le port de Harfleur ensablé par les alluvions de la Seine. Largement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, elle fut reconstruite de façon moderne sur 1 mètre de gravat. Le quartier nord, face à la mer, est surélevé, nous permettant une vue d'ensemble de la ville. Sur la droite, un hôtel occupé pendant la Première Guerre mondiale par le gouvernement belge en exil. Face à nous, la plage du Havre. Au fond à gauche, les 2 cheminées de la centrale EDF que nous reverrons depuis le port. Le clocher isolé est celui de l'église Saint-Joseph que nous visiterons également. L'estuaire de la Seine avec un porte-container en partance. Cette avenue a la largeur des Champs-Élysées à Paris. C'est le résultat de la reconstruction après-guerre de la ville. Devant nos yeux, diverses réalisations d'Auguste Perret, architecte français, qui fut le premier à saisir l'intérêt constructif du béton armé. Il est toujours resté attaché à ce matériau, à la fois économique et robuste, estimant que son caractère brut est déjà un ornement partant de la structure poteau, poutre, dalle. D'une superficie totale proche de 150 hectares, cet ensemble comprend plus de 12 000 logements et de nombreux bâtiments civils, commerciaux, administratifs ou religieux. C'est l'un des plus cohérents de l'architecture moderne du milieu du XXe siècle, largement critiqué par les disciples de Le Corbusier. Perret disait, je cite, « Ce que je veux, c'est faire quelque chose de neuf et de durable. » Il y réussit. Après quelques années d'oubli, ce complexe fut reconnu au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 2005. Nous changeons complètement de style avec cette construction d'Oscar Niemeyer, le réalisateur de la ville de Brasilia. Son nom, le Volcan, centre national très important pour le théâtre, la musique, la danse et même le cirque. Je vous emmène dans un autre quartier. C'est pas du tout Auguste Perret et son équipe qui l'a fait, c'est une autre équipe. Et eux, ils ont voulu faire différemment. Ils ont voulu reconstruire plus dans le style qui était avant. Donc il n'y a pas de très gros immeubles, vous voyez. Donc le quartier Saint-François, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes styles. Hein. Ici, on a pris que de la brique. Et c'est... J'ai envie de dire que c'est peut-être un peu plus, pas plus humain, mais il y a quelque chose de plus chaleureux peut-être ici que le centre-ville reconstruit d'Auguste Perret. C'est différent, même si là aussi, vous voyez, ils ont mis beaucoup de fenêtres. L'église Saint-Joseph est aussi une réalisation d'Auguste Perret et Raymond Odigier et de la période de reconstruction de la ville. C'est aussi un lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est le premier monument visible en arrivant par la mer. Bien que décriée par certains, elle est très rapidement inscrite au registre des monuments historiques. Si son aspect extérieur paraît des plus austères pour le visiteur, l'intérieur en a conquis plus d'un, en particulier par son volume dégagé de tout pilier. Les vitraux font entrer une lumière dorée de plus en plus claire au fur et à mesure que le regard monte à l'intérieur de la tour, entièrement ajourée. La sobriété règne en maître. Nous passons maintenant à la seconde partie du reportage, la visite du port. Le 58e en importance sur le plan mondial, le 2e après Marseille sur le plan français, mais devant Marseille en ce qui concerne le trafic de conteneurs.
Son trafic total est de 67 millions de tonnes. Il couvre une surface de 10 000 hectares. Nous sommes actuellement en marée moyenne avec une amplitude de 4 mètres. Au loin, les réservoirs qui reçoivent le contenu de pétroliers venant de divers horizons. Lorsque ce pétrolier est arrivé sur place, il avait un tirant d'eau de 14,50 mètres. Le tirant d'eau est cette partie immergée de la coque lorsque le bateau est chargé. Toute la partie marron de la coque était cachée. Ici un remorqueur bateau de petite taille, mais avec de très puissants moteurs, intervenant pour la manœuvre de grosses unités dans le port, mais également en cas d'incendie. Nouvelle méthode de fixation des canots de sauvetage. Donc là, au lieu d'avoir un canot de sauvetage de chaque côté de sa cabine, de son château, il n'y a qu'un seul canot de sauvetage à l'arrière. L'équipage est constitué sur ce navire, on voyait entre 20 à 25 membres d'équipage. Le canot de sauvetage est prévu pour 35 personnes. Là, s'il y a un souci à bord du navire, l'équipage monte à l'intérieur de ce canot, ils vont s'asseoir, attacher leur ceinture de sécurité. L'équipage lui là va percuter le canot lui là va glisser sur la rampe et va s'enfoncer à peu près entre 40 à 50 cm dedans. Donc ce canot de sauvetage, lui, il est insubmersible et également ignifugé. Le remorqueur amène le bras télescopique dans le ventre du pétrolier pour pomper son kérosène et l'amener dans les cuves de stockage. Pour décharger 110 000 tonnes, il faut compter 20 heures. Ce carburant servira d'abord aux aéroports de Paris. Ce porte-conteneur a une longueur de 260 mètres, une largeur de 39 mètres. Il peut transporter 4250 conteneurs. Il existe deux tailles de conteneurs, les grands de 40 pieds ou 12 mètres, les petits de 20 pieds ou 6 mètres. Les conteneurs de couleur, selon la compagnie, sont réservés à des marchandises diverses, chaussures, meubles, matériel IFI, pièces détachées de voitures. Les blancs sont prévus pour l'alimentaire congelé. 60% des conteneurs sont placés à l'extérieur du navire. Des portiques au-dessus du bateau servent au chargement et déchargement de la cargaison. Tout en haut se trouve la cabine vitrée à 32 mètres de hauteur, d'où se fait toutes les commandes. Les plus grands porte-conteneurs accueillis au Havre ont 400 mètres de long et une contenance de 18 000 pièces. Nous sommes en face de l'écluse François Ier, qui sépare le bassin sur lequel nous nous trouvons, variant son niveau d'eau puisqu'en contact avec la mer et ses marées, et l'autre bassin, derrière l'écluse, qui lui garde un niveau constant. Ici, un autre porte-conteneur en train d'être chargé et déchargé. En effet, le bateau n'est jamais entièrement vidé dans un seul port. Son contenu est destiné à plusieurs ports différents sur la planète. Aujourd'hui, tous les nouveaux navires construits ont une proéminence sphérique à la proue. Cela permet de mieux fendre les flots et d'économiser du carburant. Le cavalier qui circule devant nous, équipé d'une cabine vitrée avec chauffeur, peut aller chercher des conteneurs beaucoup plus éloignés. Vous avez à peu près 60% des conteneurs qui arrivent et qui repartent de France, qui eux vont passer par le port du Louvre. L'an passé, son trafic a été lui de 2 600 000 conteneurs dans l'année. Et le premier port mondial, lui, c'est Shanghai. Shanghai qui lui a 42 millions de conteneurs dans l'année. Devant nous, la centrale thermique EDF, avec ses deux cheminées chargées d'évacuer les fumées. Dans le bloc en dessous, à droite, se trouve la chaudière qui brûle le charbon en produisant une chaleur intense qui fait passer l'eau de liquide à gazeux. Cette vapeur va se déplacer dans le bâtiment à gauche tout en longueur et faire tourner les turbines grâce à la pression et produire ainsi de l'électricité. Un système de lavage des fumées va permettre de retenir 80% du CO2 et un autre pour éliminer le 90% du dioxyde de soufre.
On voit ici le tapis roulant qui amène le charbon directement déchargé des bateaux. Suite à un accident en 1946, lors d'une tempête, un bateau avait rompu ses amarres et s'était fracassé. Ce mur a dès lors servi de coupe-vent. Le Havre n'est pas seulement un port pour les marchandises, mais aussi une escale pour les croisières. Ici le Haïda Prima de la compagnie allemande Haïda qui fait escale pour la journée. Mis en service en 2016, il peut transporter 3300 passagers. La langue à bord est l'allemand. La capitainerie du port se trouve au sommet de cette tour. Elle dirige tout le trafic des bateaux. Ordre de passage, place d'amarrage, aide à la navigation, liaison radio, etc.